parler d'un élément qui m'est pas très intéressant. Donc c'est moins autour de la chaîne recul, je vais vous parler autour de l'évolution d'un mode de pensée qui va être celui dans lequel vous allez être, qui me paraît être une évolution très fascinante. Il y a eu une très grande épidémie de fièvre de cul en France, la plus grande épidémie qui a eu lieu, et ça a été géré de manière qui est tout à fait intéressante, sur laquelle je veux revenir, et ça a été géré globalement par les autorités de santé publique. Alors c'est très intéressant, la manière de voir fonctionner les autorités de santé publique, et la manière de les voir fonctionner m'a permis de mieux comprendre un certain nombre de choses qui m'irritaient dans la manière de fonctionner des autorités de santé publique dans mon propre pays, et y compris, j'ai vu comment ça fonctionnait à cette occasion en Europe pour le CDC. Donc, la première idée, la première question, c'est... Alors, et l'autre point qui arrive exactement en même temps, c'est que on fait beaucoup d'analyses, en particulier la Cochrane Brémy, donc Mathieu s'est spécialisé là-dedans, sous mon impulsion, et je me suis rendu compte qu'il faisait les mêmes erreurs que la Cochrane Brémy, c'est-à-dire que il se prend, quand on analyse la littérature sans rien savoir sur un sujet, mais simplement en regardant l'analyse, on est pris d'une espèce d'arrogance qui fait que on croit qu'en lisant ces revues, la plupart du temps superficiellement, on sait tout sur d'autres. Et c'est très intéressant parce que les gens, les dinosaures comme moi, qui sont confrontés à ça, on discute entre nous, on dit mais tu vois, il est passé complètement à côté de ça, ils n'ont pas vu ça. Parce que ça ne suffit pas. Donc c'est bien l'évidence faite, les méta-analyses c'est bien, c'est une contribution à la connaissance. Il faut se méfier, on peut passer à côté de tant entier de choses, simplement parce qu'on ne connaît pas. Je peux vous dire, dans mon monde, celui de la fièvre Q, il y a 5 ou 6 publications dont on sait qu'il ne faut jamais les citer parce qu'elles sont fausses. La PCR, les gens qui disaient que 30% des pneumonies au Japon des enfants étaient dues à la fièvre Q, c'est la contamination de la simple. Pour les rickettsia, moi je reprends ça régulièrement, tous les gens qui sont chez moi dans les rickettsia, qui commencent sur les rickettsia, disent Rickettsia helvetica, tiens, on a démontré que ça donnait une myocardite, plus la sarcoïdose en Suède, tout le monde sait que c'est faux. Mais si vous lisez, c'est sorti dans le Lancet et dans le GID. Donc si vous sortez des publications de ça, vous dites ça. Donc il y a un savoir non dit, vous vous trouvez dans d'autres publications qui disent tiens, moi je m'en sers souvent comme exemple de contamination, parce que je sais de quoi je parle. Mais vous ne tomberez pas sur mon papier qui dit là, la sarcoïdose n'est pas due à Rickettsia helvetica. Elle est sous un autre titre, sous autre mot-clé. Donc la connaissance du champ, l'expert, ça n'est pas celui simplement qui lit la littérature, c'est celui qui connaît les défauts du système. D'accord, et qui connaît les choses non publiées. Donc un expert, c'est très difficile de savoir ce que c'est. Et on ne peut pas vraiment croire qu'on peut remplacer un expert entièrement par un étudiant qui fait la bibliographie. Ça, c'est une illusion, c'est bien de passer sa thèse, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à la fin, on sait ce que c'est un étudiant en bibliographie, on n'est pas devenu un expert comme ça, on est devenu quelqu'un qui a lu la littérature. Si on travaille encore pendant quelques années sur la maladie, on devient un expert. Donc, je vais essayer de clarifier ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un expert? Vous voyez, pour la fièvre Q, moi, je crois que quand même, la production scientifique, c'est un bon point. Si vous voyez, si vous regardez dans le nombre de publications qui ont été faites par la fièvre Q, dans les 20 premiers investigateurs, il y en a 8 qui sont en Marseille. Ça, j'aurais dû venir à Marseille. Donc, dedans, il y a des gens qui ont fait la fièvre Q en général, la physiopathologie, c'est Magé Capot, toute l'histologie, c'est Lépiti, l'épidémiologie, c'est Sotoupon, Philippe Brou qui l'a fini, Jean-Marc Provola, le traitement, André H. la fièvre Q et la grossesse. Donc, si vous vouliez savoir comment ça se fait, vous faites la bibliographie, vous dites quelles sont les 20 personnes qui ont tout, depuis le début de la fièvre Q, tout confondu. Il y en a 8 qui sont ici, donc les experts sont groupés ici. Vous voyez, c'était pas compliqué, il suffisait de venir ici. Pour établir ce que c'est un expert, on reparlera des experts, un expert, c'est quelqu'un qui travaille sur le sujet. Et qui a été capable de travailler sur le sujet, qui connaît la bibliographie, qui a publié, qui a été revu de manière anonyme par des pairs, et donc qui connaît le sujet. Et on doit sélectionner les critères de sélection d'un expert. C'est mon point de vue, c'est le rapport que je donnais au ministère en 2003, avant de le sélectionner. C'est-à-dire, ce qui se passait, la raison pour laquelle j'avais écrit ça, c'est qu'il y avait un expert pour le bioterrorisme au ministère, qui était quelqu'un que, je ne vais pas citer son nom, parce que
filmé, qui était envoyé systématiquement par l'Institut Pasteur, parce qu'on demandait souvent à l'Institut Pasteur qui sait tout faire. Il y en avait un qui était toujours libre, on lui disait tiens, vas-y, c'est toi qui es l'expert. Alors, une fois c'était le terrorisme, une fois c'était la génomique, une fois t'es expert de tout et partout. T'es expert. C'est simplement quelqu'un qui est 100% temps libre. Et donc j'ai sorti la bibliographie, j'ai sorti son CV, il n'avait jamais travaillé sur aucune bête de terrorisme, il n'avait jamais travaillé sur le terrorisme, il n'avait jamais travaillé sur une maladie contagieuse de sa vie. Donc j'ai dit au ministère, votre expert n'est pas un expert. Aussi c'est un expert professionnel. Il est expert en expertise, c'est plus un expert du domaine. Alors, je ne veux pas mettre. Si, je vais vous dire une chose, ça, vous voyez, quand il y a eu 6 épidémies qui ont eu lieu en France, quand on a fait l'investigation des épidémies, on a toujours trouvé les sources. Quand l'investigation des épidémies a été faite par les autorités sanitaires, ils n'ont jamais trouvé les sources. Ça, c'est un métier. On ne peut pas deviner ce que c'est. Moi, je me souviens, la deuxième que j'ai risquée, la première, c'était à côté de Banon, la deuxième c'était avec les Brookie, gentil. Quand on est arrivé, on avait les gens des autorités sanitaires qui avaient un questionnaire tout fait qui servait à toutes les maladies. Alors ils demandaient aux gens est-ce que vous avez mangé du jambon, etc. C'est pas inutile, mais enfin, il y a transmis par le jambon, c'est relativement rare. Nous, on a commencé par faire une supervision de ce qui se passait, on connaissait la maladie, on a vu tout de suite, la maladie a été décrite la première fois pour les envoyer dans un laboratoire. On a vu qu'il y avait un laboratoire au milieu de la ville de Briançon, on a dit ça va. On allait regarder si c'est pas l'abattoir, et puis il y avait l'abattoir, et il y avait des aérosols, il y avait juste le héliport était à côté de l'abattoir, et donc les gens venaient regarder quand l'hélicoptère arrivait et décollait, en face, ça passait juste au-dessus des cadavres de moutons, c'est comme ça que vous avez été contaminé. Donc quand vous êtes un expert, la littérature c'est une connaissance incroyable, y compris comment c'est né, comment ça a été découvert et décrit pour la première fois par des. Ça c'est toutes les épidémies qui ont eu lieu. Et donc, comment on devient expert? On devient expert parce qu'on répond aux questions, parce qu'on suit les malades, parce qu'on les voit, parce qu'on fait l'investigation des épidémies. Alors, de manière très intéressante, on va regarder, donc j'ai regardé le groupe qui avait en blanc, et le groupe qui a été mandaté par le CDC, qui est le groupe d'experts. Alors, dans le groupe d'experts, eh bien, il y avait, j'ai regardé les publications qu'ils faisaient, vous voyez, et donc on a regardé. Alors, d'abord, on avait candidaté, le CDC avait fait un appel d'offres pour qu'il y ait un centre de référence pour les maladies transmises par les tiques, les rickettosioses et les encéphalites. Alors, on a Pierre-Edouard se proposer pour ça, parce qu'on a déjà le centre collaborateur OMS. On ne l'a pas eu, et les gens qui sont là, en réalité, c'est la politique, c'est la santé publique, la médecine. Et donc, comme il faut qu'il y ait un équilibre, alors c'est l'Europe, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes, il faut qu'il y ait des pays émergents et pays mais à la fin, donc, c'est tombé sur une polonaise. Pas comme ça. Dans tous ces pays, il faut qu'il y en ait autant, quelle que soit la population, il faut qu'il y en ait autant représenté, et donc la Polonaise, elle a, et de tout le groupe qu'il y a là, non, jamais, il n'y a jamais une publication sortie sur des quelque chose de Pologne, le d'ailleurs, ça fait recul. Donc, après, ça nous fait des experts références, mais c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est. Et on leur a même pas proposé de faire une association et de regrouper 2 ou 3 centres pour avoir des vrais experts. Après, donc ces gens-là, ils n'ont jamais regardé sur le net, regardez, zéro. Aucune publication. Alors après, j'ai regardé, ils ont fait un groupe, alors oui, bon, très bien, le CDC a organisé un groupe pour faire un groupe d'experts pour travailler sur la fièvre. J'ai regardé les groupes d'experts à Paris. Alors à Paris, je pense que c'est parce qu'ils disaient, c'est vrai que c'est en France ça se passe, mais je pense que les avions, c'est plus simple de les emmener à Paris qu'à Marseille, c'est ça. Donc à Paris, ils ont dit les Français, tous ces Français, c'est tout pareil, s'ils connaissent la fièvre recul. Et donc ils ont pris un certain nombre de gens, vous voyez, tout ce listing de là, et de tous ces gens, alors, il n'y en avait aucun qui avait fait une publication sur la fièvre recul. Il y en a un qui, depuis, en a fait 10, qui est hollandais, qui a fait pas mal de trucs sur l'environnement, peut-être pas mal d'ailleurs. Et la seule qui avait fait quelque chose, c'est Elodie Rousset, parce qu'elle avait été mon étudiante ici, puis elle est Sophie Antipolis. Sa production est modeste, et toutes les quelques publications que vous voyez là sur le côté, là sur le CDC, c'est des publications qui ont été faites 2 ans après la réunion de ce comité d'experts. Donc c'est une réunion de comité d'experts, et vous savez, il y en a qui sont fait venir des États-Unis, d'autres sont fait venir. Et donc, ces gens ont fait des critères, ont défini des choses, aucun ne connaissait rien. C'est extraordinaire. C'est la structure de la décision politique, quand vous la disséquez, c'est quelque chose qui est tout à fait hallucinant. Et c'est pas, si encore il a dit, oh, on a besoin d'experts à Aix-en-Provence, on prend les gens d'Aix-en-Provence, ils ont fait venir des Américains,
savez pas pourquoi, c'est parce que c'est son copain, un type d'Angleterre, Holmesberg, je ne sais pas pourquoi il nous fait venir celui-là. Il n'a jamais travaillé sur l'affaire de vue. Un expert de je ne sais pas quoi. Et aucun d'entre eux non plus n'a fait de méta-analyse. J'ai vérifié. On aurait pu dire, il y a un expert en méta-analyse qui va vous faire l'expertise. Non, ils sont experts, je ne sais pas quoi. Ils se connaissent, voilà, ils s'invitent les uns les autres, et donc on fait un groupe d'experts. Donc je vous engage à être prudent vous-même si on vous invite à être expert. Vous n'avez pas besoin d'une grande renommée, d'une grande spécificité pour être expert, il faut faire des règles qui soient libres selon. Donc, ça a amené à toute une série de désastres. Je vais me concentrer simplement sur celui qui est le plus important. Expert, alors il y a deux questions sur lesquelles on était vraiment en désaccord. Ça a été faire reculer la grossesse. Faire reculer la grossesse, il y a des obstétriciens hollandais qui ont dit « je crois pas ». Ça, voilà, je voulais dire « je crois pas ». D'ailleurs, il y a des experts français aussi qui disent ça. Il y a des experts français qui a la même condition, qui a le voilà, qui dit « j'y crois pas ». Ah, c'est parce qu'il y a un argument qui modifie une puissance. On le sait. Et il se trouve que nous, on a des gosses sont morts, on a analysé, sorti les souches du gosse mort, les poumons, dans le placenta, dans l'immunohistochimie. C'est dur de dire que tu es mort de ça, quand même. Alors c'est très intéressant parce qu'ils ont fait quand même un truc tout à fait unique dans Eurosurveillance. Ils ont fait un papier sur quels sont, est-ce que ça répond aux critères de Michel de causalité, l'avortement ou pour la fièvre. C'est un truc complètement délirant, c'est fou. C'est-à-dire que c'est devenu un monde complètement fou. Après, comme vous posez la question de la fréquence, c'est une affaire entendue. Et des évidences, vous avez besoin d'un cas d'écrit pour décrire une maladie, vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000. D'accord ? Donc c'est une chose qui est tout à fait spectaculaire, si vous voulez. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé sur ce domaine-là. Il y a même des modèles expérimentaux qui sont pas mal faits. Et donc, ils sont rentrés dans une phase absolument circulaire qui est de dire finalement, il n'y a pas. Et donc, ça, c'est un travail, on a essayé de faire une réponse avec Anders et avec Mathieu. Ils nous ont pas pris, enfin, on ne met pas dans notre truc. C'est très intéressant, ils ont fait un truc circulaire où ils disent ça ne donne pas de maladie, mais quand on en trouve, on les traite quand même, et à la fin, le placenta est normal. C'est un truc, vous ne savez pas comment faire ça de ça. Et moi, j'ai re-été en Hollande, et ils m'ont expliqué, alors on a fait une surveillance, on a trouvé 7 femmes qui ont fait une séroconversion, on les a traitées, et bien vous savez, il n'y a pas de différence entre les femmes qui ont fait une séroconversion et les femmes qui n'ont pas fait de séroconversion. Et donc, c'est plus la peine de les détecter. Je dis, pourquoi vous avez traité? Vous croyez qu'il n'y a pas de... Et c'est moi l'outil, on voit, on compte à la fin. Donc là, c'est un truc qui est entièrement pervers. On les a traités, il n'y a pas de différence, donc il ne faut plus les détecter. C'est entièrement pervers, c'est un truc, vous voyez, de santé publique. C'est pas normal, c'est pas un truc de docteur. En disant, écoutez, soit, moi je ne crois pas, allez-y, vous risquez rien, si elle avorte, elle a fait le procès. Moi j'ai mis dans les papiers, si quelqu'un poursuit les gens, pas pour les grossesses, mais pour les endocardies, si quelqu'un poursuit, je le fais extragraphie. J'ai écrit, si, je fais extragraphie. Je vous assure qu'ils sont mal. Une des grandes raisons pour lesquelles ils ne le font pas, ils ne les détectent pas, c'est que les morts, la chose la plus importante, c'est dans les 3 premiers mois. On commence à peine à savoir pourquoi, on commence à comprendre pourquoi. Il y a un fil directeur à ça. Et ils ont commencé les surveillances seulement à partir du 3e mois, ce qui fait que toute la partie mortalité, c'est-à-dire l'infection pendant les 3 premiers mois, est une chose qui est passée complètement inaperçue pour tous les avortements. On verra, mais c'est une chose intéressante. Enfin, la conclusion, c'est que quand vous vivez dans un truc où il y a une incidence pareille, et que les gens ont raconté que dans tous les pays, il y avait une incidence, c'était la première cause d'avortement chez les enfants, et de décider que ça, c'est pas la peine de les tester, c'est une histoire de fou, je sais pas, c'est un truc qui est tellement déraisonnable que on se demande ce que ça veut dire. Alors, le deuxième truc, c'est sur lequel on s'est disputé, c'est sur la fièvre chronique. Sur la fièvre chronique, je reconnais que une des raisons pour lesquelles ils ont bien compris la fièvre chronique, c'est de notre faute. C'est-à-dire que, comme ils ne connaissaient pas la maladie, ils ont suivi les qualifications que nous donnions, notre manière de qualifier les maladies n'était pas bonne. Et comme ils ne savent pas ce qu'est la maladie, ils ont inventé un concept qui est celui de fièvre chronique, qui en réalité quelque chose qui n'existe pas. En réalité, vous allez voir, ça n'existe pas. La fièvre chronique, ça n'existe pas. C'est basé sur le fait qu'il y a une trentaine d'années, il y a des gens qui avaient une hypothèse qui disaient qu'il y a des souches qui donnaient fièvre aiguë et des souches qui donnaient fièvre chronique. Il
aussi bien chez l'homme que chez les animaux. C'est une hypothèse dont on a montré qu'elle était fausse, mais le concept qui recul aigu chronique est resté. En réalité, si vous regardez dans ce qu'on appelle les fièvres chroniques, en réalité, il y a les endocardites, les infections vasculaires, et puis à côté de ça, il y a les grossesses, c'est compliqué, mais qu'on ne peut pas ranger comme ça dans les fièvres chroniques, et le reste, c'est sporadique. Et de toute manière, ça ne pose pas vraiment de problème diagnostique, parce qu'on fait le diagnostic par biopsie BCR. Donc le problème diagnostique, c'est les endocardites et les infections vasculaires. Et donc, le fait, nous, d'avoir contribué à pérenniser le nom de fièvre chronique a été une connerie. Parce que du coup, on a associé ça avec, les gens ont associé ça avec des formes de critères. Donc le terme est mauvais. Pour le diagnostic des endocardites, et c'est le dernier point que je veux aborder, parce que c'est un des plus spectaculaires, c'est un des plus jolis. Si vous regardez, l'endocardite apertus, c'est une endocardite extrêmement difficile, extrêmement complexe, parce qu'il n'y a pas de végétation. Le chirurgien, là, on est en train de faire un travail avec le chirurgien cardiaque, là, il vient de reprendre 12 endocardites à coxyladométie, où le diagnostic n'était pas fait avant qu'on le remplacement valvulaire pour problème de valvulopathie. Dans les 12 cas, pas de diagnostic de truc. Dans aucun des cas, il n'a évoqué l'endocardite au moment où on lui a enlevé les valves. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'examen macroscopique chirurgien, vous voyez, diagnostic. Et donc, vous voyez ces endocardites très particulières. Vous voyez, ici, vous avez un exemple, et l'endocardite, là, les bactéries sont marquées. Vous voyez ce que c'est la valve est normale. Il y a juste ici ce petit bout-là, dans lequel c'est bourré de monocytes. C'est ça qu'il faut que tu reprennes une photo pour la montrer, là, tu vois, qu'elle fasse une image avec ça, tu vois. Ou là-haut, vous voyez, c'est des choses, vous ne pouvez pas avoir ça à l'échographie, le chirurgien le voit. Et moi, je me souviens de ça, parce qu'une des premières malades que j'ai eues, était malade de Lyon, qui est morte, tout ça, et on m'avait envoyé des valves, et je les ai vues, des valves, vous voyez, des tas de lésions endocardiques, et c'était bourré d'oxyladométie. Donc, c'est un diagnostic extrêmement difficile. Heureusement, le diagnostic a beaucoup évolué grâce à la truc. Il faut se méfier des techniques sérologiques. On avait fixé, nous, on était les premiers à fixer des cut-offs pour utiliser ça dans le diagnostic d'endocardite. On disait c'est 800. Parce que l'échantillonnage, ça c'est le théorème de Bayes, c'est-à-dire quand l'échantillonnage est différent, la valeur collective est différente, l'échantillonnage a beaucoup changé. Là où on avait 97% de valeur collective positive à 1600, maintenant on a 59%. Et donc c'est seulement à partir de 75% qu'on a une valeur collective positive très élevée. Donc on est obligé d'avoir, on ne peut pas prendre 800 parce qu'il y a un certain nombre d'endocardites qui n'ont que 800. Même dans celles qu'on a vu le diagnostic purement la patte, il y en a deux qui n'ont que 400. Et elles notent même au-delà de 3200, il n'y a pas que les endocardites, y compris les gens qui n'auront rien, qui n'ont rien. Donc c'est un élément, mais vous ne pouvez pas dire, à partir de là, vous avez toujours une endocardite. Ou à partir de là, vous avez toujours une infection. C'est un facteur, c'est un critère. On a fait les critères. Et alors, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour détecter les endocardites? C'est compliqué, mais c'est des gens qui ont une valvulopathie, qui ont des anticorps élevés, et puis d'autres choses. Ça c'est. Et donc, la base, là, comme ailleurs, ça m'a fait beaucoup penser, parce qu'il y avait une interne qui était intelligente chez Andreas, le dernier choix, qui m'avait, et je n'avais pas vu ça, c'est un truc que je n'avais pas vu dans les critères de Duc, qui m'avait dit, voilà, c'est une endocardite. Picel s'en souvient, qui avait dit, c'est une endocardite possible, mais qui n'est pas valvulopathie. Ça n'existe pas, c'est regarder qu'il y a quelque chose. S'il n'y a rien au cœur, c'est pas une endocardite. Mais dans les critères de Duc, c'est marqué, et comme c'est pas marqué sur le tableau, les gens ne lisaient pas le papier qu'il y avait avant ou après, ils ne regardent plus que le tableau. Et eux, ils ont fait pareil, c'est-à-dire qu'ils ont fini par oublier que les endocardites, c'était des gens qui avaient valvulopathie, ou des malformations cardiaques, ou des prothèses, et on n'a pas d'endocardite sans avoir une atteinte valvulaire, qu'elle soit primitive ou secondaire. Et une endocardite sans atteinte vasculaire, sans atteinte valvulaire, c'est juste ça. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et donc, comment on fait? C'est ça, il faut savoir qu'ils ont une valvulopathie, et donc, ça c'est les critères modifiés que j'ai proposés. Et bien entendu, pour pouvoir dire qu'il y a une endocardite à coxyladométie, il faut qu'il y ait l'évidence d'une
valvulopathie, l'évidence d'une infection bronchiale. Mais est-ce que dans les critères hollandais, eh bien, il y a un critère, ici il y a une PCR positive, c'est une fièvre pulmonaire. Pourquoi? C'est pas quoi, mais en réalité, la PCR, il y a des fièvres positives, il y a des gens qui ont des PCR positives et qui ne sont pas malades. Et donc vous ne pouvez pas diagnostiquer une maladie sur un seul examen biologique. C'est pas possible. Il faut que ce soit compatible cliniquement. Ni sur des critères, il faut que ce soit compatible cliniquement. Mettre un peu de médecine. Et alors, de manière très intéressante, ça c'est le dernier point. Alors, non, il y a deux choses. Ici, nous, on a inventé le traitement d'endocardite. Ça fait longtemps, ça fait 10 ans. Tout le monde fait ça dans le monde, tout le monde nous demande les règles, comment on fait, pourquoi. Et donc, c'est intéressant de savoir ce que cette bande d'experts allait mettre dans neurosurveillance comme traitement. Donc, ils ont dit, écoutez, alors, le traitement médical, alors, vraiment, ils disent, alors, il y a des gens qui font ça, et au moins un an, on ne sait pas d'où ça sort au moins. Personne n'a jamais dit que c'était un an. Tout le monde a toujours dit, premier papier que j'ai fait sur le nouveau traitement, à un an il y a quelque chose. On a toujours dit c'est 18 mois. D'accord? C'est 18 mois. Au début je disais c'est 18 mois à 3 ans, maintenant on dit c'est 18 mois ou 2 ans. Et dedans il dit c'est toujours débattu. Il y a des gens qui continuent à penser qu'il faut faire ça tout à l'heure. Alors je dis tiens, il y a un papier qui m'a échappé dans la littérature depuis 15 ans, de gens qui disent écoutez, finalement on n'est pas sûr, basé sur telle et telle évidence, il ne fallait pas traiter un vie et que machin tout. Alors je me précipite sur ce papier. Il y a un papier en allemand qui n'a rien à voir avec ça, qui parle de la fièvre de la grossesse. Et donc ça, c'est le papier de référence de l'European CDC sur le traitement de la fièvre. Vous voyez ce que c'est les experts en fièvre Q, le CDC, ça fait chaud. C'est un précis. En plus, ce papier-là, je me rappelle très bien de la gynéco, probablement elle a déformé, elle a téléphoné à l'époque. C'est lui qui avait traité une femme enceinte avec l'association d'oxyplaquénie. Ah ouais. D'accord? Et il était obligé de faire l'avortement thérapeutique. Donc après, c'est gonflé, mais c'est après que. Ouais, là, c'est hallucinant. C'est fait ça. Ensuite, et ça, c'est le saut des risques, c'est comment est-ce qu'on prévient, c'est tellement extraordinaire, comment on prévient l'endocardite. La fièvre Q, en l'occurrence. On prévient l'endocardite chez les gens qui ont des facteurs de risque. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, ça on a démontré ça il y a longtemps, comme pour les autres endocardites, les endocardites à staphylocoque doré ou les endocardites à staphylocoque urinaire, les endocardites viennent sur des valvulopaties. Donc si vous voulez prévenir endocardite, il faut savoir si votre patient a une valvulopathie. Donc nous, on a écrit ça, ce qui n'était jamais que faire comme les autres endocardites, alors que la nôtre est un peu bizarre, on a mis plus longtemps à s'en rendre compte, on a dit écoutez, voilà, en réalité, si vous avez une valvulopathie, vous avez beaucoup plus de risque de faire une endocardique, entre 35 et 50% d'écart, on était probablement d'ailleurs en dessous de la vérité. Et donc il faut faire une échographie aux gens pour savoir s'ils ont une valvulopathie. Alors ce qu'on est en train de voir, c'est bien entendu le risque relatif d'avoir cette valvulopathie prédisposante évolue au cours du temps. Et vous voyez, pour les plus jeunes, vous avez moins de 1% de chance d'avoir une valvulopathie prédisposante, et quand vous avez mon âge, vous avez 7% de risque d'avoir une valvulopathie prédisposante. Donc c'est plus important. Vous avez l'image de faire une échographie, si vous ne savez pas que vous avez une valvulopathie, que l'autre. Mais il est sorti un papier extraordinaire, incroyable, qui est sorti dans cette Infectious Disease, une lettre en réponse au papier qu'on avait fait avec Mathieu. Puis j'ai pas répondu tout de suite, j'ai pas fait attention. Les gens ont dit écoutez, nous, pas rien, on a fait les échos, c'est pas vrai, il y a 37% des gens qui ont des anomalies valvulaires. Donc c'est pas la peine, tout le monde a des anomalies valvulaires, on fait l'échographie. Ça reste en toi, on ne fait plus d'échographie pour savoir si les gens ont une valvulopathie. C'est un truc. Alors bien entendu, ce qu'ils ont mis dedans, c'est qu'ils ont mis des traces d'insuffisance mitrale, et bien entendu, traces d'insuffisance mitrale, il y a un patient sur 3 mais c'est pas prédisposant à l'endocardite, les lésions prédisposantes, on l'a vu de manière très précise dans le papier auquel on avait répondu sur ça, c'est, bien entendu, c'est la bicuspide aortique, les prothèses valvulaires, les prolapsus mitraux, les fuites aortiques et les fuites mitrales modérées. Et là, ça représente en réalité entre 7 et 9% de la population en fonction de la population testée, et c'est cette population-là qui a fait. Donc vous voyez qu'à la fin,
la proposition du gouvernement hollandais était de dire on ne fait plus d'échographie aux gens qui ont une fièvre recul parce que ça ne sert pas à mettre en place un programme de prévention. Et donc il n'y a eu aucun programme de prévention qui a été mis en place pour les fièvres recul, pour les endocardites recul. Et actuellement, il y a à peu près estimé 300 cas d'endocardite et d'infection vasculaire, dont 75 sont morts, actuellement en Hollande. La mortalité des endocardites à coxsackie actuellement en Hollande, c'est 25% contre 4%. Donc vous voyez que de faire le malin en pensant qu'on connaît les choses simplement en les regardant comme ça et en prenant des décisions à l'inverse de ce qui a été écrit par tous les experts au cours des années, ça amène à faire qu'il y a probablement 50 ans de tout. C'est colossal. C'est colossal. Et donc, à la fin, donc on est en train d'essayer de démontrer que la mortalité diminue effectivement depuis qu'on fait systématiquement le traitement. Et donc, à la fin, vous voyez, le Dutch Consensus Guideline, vous voyez les gens qui connaissent rien, qui sont pas avis, ils sont tous d'accord, ça n'a aucune importance, on s'en fout complètement, ils sont d'accord. C'est pour ça, méfiez-vous de ces réunions de consensus dans lesquelles il n'y a personne qui sait. D'accord. Donc ils disent voilà, et n'importe quel cas de PCR positif pour Coxiella bonnetti, en l'absence de fièvre aiguë, c'est une fièvre chronique dont on ne sait pas ce que c'est. C'est idiot, parce qu'ils ont fait une étude à Hollande qui montre qu'au milieu de l'épidémie, il y avait 2% des donneurs de sang complètement asymptomatiques qui avaient des PCR positifs. C'est pas vrai. Ils ont les données, il faut les regarder de manière précise, c'est pas vrai. C'est idiot. Ce qu'ils mettent comme probable, c'est idiot. Voilà. Ce qu'ils appellent, il y en a qui sont des positifs, qui n'ont pas d'endocardite ni d'infection identifiable. Et donc, parce qu'il n'y a pas de lésion papulaire, il n'y a pas de lésion vasculaire. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est assez intéressant, c'était simplement qu'il n'y a pas de docteur qui a regardé ça, c'est qu'avec le PET scan, qui est vraiment la vraie contribution qu'on a eue en Hollande sur l'endocardie recul, ils ont trouvé toute une série d'anévrismes. Mais, je ne sais pas pour quelle raison, il n'y a pas y avoir de vieux docteurs, pourtant il y avait Joss, qui était un vrai bon vieux docteur. Ils ne savent pas faire la différence entre les anévrismes infectés et les anévrismes mycotiques, qui sont des anévrismes secondaires liés à une embolie sur une endocardite. Je ne vais pas encore dans la question de Tamar, les anévrismes mycotiques, je pense que les gens savent plus ce que c'est. Et donc à chaque fois qu'il y a un anévrisme, ces anévrismes sacciformes qui sont liés à un embole qu'on voit seulement dans les endocardites chroniques, mais il y a très peu d'endocardites chroniques maintenant. On appelle ça l'anévrisme mycotique, mais qui n'est pas de champignons du tout. C'est un embole, quelque chose qui se multiplie, un paroi vasculaire, qui fait un anévrisme sacciforme, et qui souvent d'ailleurs régresse sur le plan thérapeutique, on embolise, et ça n'a rien à voir avec un anévrisme colonisé. Eh bien, tout la Hollande entière, il n'y a pas personne en Hollande qui a dit, vous ne voyez pas que c'est de l'anévrisme, je ne voyez pas que c'est de l'anévrisme mycotique. C'est mieux, description, il faut relire au solaire, des dissections, vous voyez, donc vous voyez, il ne suffit pas d'analyser la littérature. Si on ne sait pas la rétine, et si on ne sait pas la rétine, en réalité, on raconte des bêtises. Allez.